Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle web émission Handi Focus organisée par la filière Handi Rare. Alors il y a eu, donc c'est le 6e aujourd'hui, donc depuis 2021 il y a 5 Handi Focus qui ont eu lieu, donc sous la responsabilité des centres de référence maladies rares anomalies du développement. Ce sont les centres coordonnateurs donc, qui avaient proposé d'intervenir sur des thématiques d'actualité ou des thématiques plus spécifiques. Donc si vous souhaitez d'ailleurs les revoir, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de la filière et sur le site de la filière Handi Rare. Alors pour mémoire, il y avait le CLAD Est qui avait organisé le premier webinaire sur la démarche diagnostique dans les maladies rares. Ensuite, il y avait le CLAD Île-de-France qui avait traité du suivi et de la prise en charge des patients atteints d'anomalies du développement. Le CLAD Ouest avait proposé une thématique sur la coordination des soins dans les situations complexes. Le 4e, c'était le CLAD Sud-Est sur la microdélétion 22q1.2 et le syndrome de Williams-Buren. Et enfin, le 5e webinaire était organisé par le CLAD Sud-Ouest sur le dépistage néonatal. Alors aujourd'hui, on va vous parler des malformations des membres parce que c'est la thématique phare du CLAD de Lille depuis 25 ans environ, sous l'impulsion du professeur Sylvie Manouvrier. D'ailleurs, ça a mené à la labellisation récente d'un centre de référence maladies rares dédié, donc qui a rejoint le réseau CEREFAM. Donc avant de commencer, on va se présenter. Moi, je suis professeure Florence Petit, je suis généticienne clinicienne et je coordonne le centre de référence anomalies du développement Nord-Ouest. Bonjour, donc je suis le docteur Clémence Van Lerberg, donc également généticienne clinicienne au CHU de Lille et par ailleurs responsable donc, du tout récent centre de référence constitutif malformation des membres. Bonjour, moi je suis le docteur Léa Giacomello, je suis médecin MPR, donc médecine physique réadaptation. En rééducation pédiatrique, je suis responsable du centre de compétences malformation des membres au SSR Marc Sautelet, qui est un SSR pédiatrique à côté de Lille. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce 6e webinaire. Donc, je suis Frédéric Huet, je suis pédiatre au CHU de Dijon et je vais me permettre d'animer ce webinaire. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez poser des questions directement par le chat et en fin d'intervention, nous poserons les questions à nos spécialistes présents sur le plateau. Donc on va commencer évidemment avec une première question qui concerne l'épidémiologie. Est-ce que ces malformations des membres sont des situations fréquentes ? Alors oui, tout à fait. Elles concernent environ, toutes confondues, une naissance sur 500. Alors c'est des malformations qui peuvent être très diverses, très hétérogènes. Et d'ailleurs, le membre, vous voyez la complexité de sa morphologie. Donc ça en fait finalement une sensibilité aux anomalies du développement qui est assez importante. Alors toutes les malformations des membres ne sont pas génétiques. On connaît aujourd'hui environ 200 gènes ou éléments régulateurs de l'expression de ces gènes impliqués dans les malformations des membres. Mais il y a également des causes accidentelles, par exemple des causes vasculaires ou bien des causes liées à des brides amniotiques et bien sûr également des expositions environnementales, notamment tératogènes qui peuvent être en lien avec ces malformations. Alors j'imagine que ces malformations peuvent s'exprimer de façon extrêmement différente, membres sup, membres inférieurs. Tout à fait. En fait, il y a eu plein de classifications au fur et à mesure du temps. Alors initialement, elles étaient basées plus sur nos connaissances embryologiques avec du coup des classifications plus anatomiques. Et puis ensuite, elles ont évolué avec nos connaissances génétiques avec des classifications basé sur les processus développementaux impliqués. Alors bon, on ne va pas citer toute la classification, mais globalement, on peut retrouver par exemple des malformations qui sont déficitaires. C'est lorsque les structures sont manquantes, ou bien au contraire, des malformations qui comprennent des structures qui sont surnuméraires. Après, on peut avoir des anomalies de l'établissement de l'asymétrie au niveau des membres, des fusions anormales de structures ou des structures trop courtes, par exemple. Alors on va se mettre un peu en situation, en commençant par probablement une situation fréquente qui est celle de la découverte d'une anomalie pendant la grossesse. Que se passe-t-il lors de cette découverte ? Alors lorsqu'une malformation de membre est découverte pendant la grossesse, on peut déjà essayer de préciser cette malformation en réalisant un scanner osseux à partir du 2e trimestre de la grossesse.
Et puis le couple sera orienté vers une équipe multidisciplinaire qui comprendra des pédiatres, des chirurgiens pédiatres, des échographistes de référence, des généticiens, psychologues, qui essaieront de donner la meilleure information pour le couple. Il peut arriver, lorsque des malformations sont très sévères, qu'on sait les possibilités de chirurgie ou d'appareillage limité, que le couple fasse la demande d'une interruption médicale de grossesse. Alors, leur demande sera étudiée par le CPDPN, donc Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, qui étudiera la recevabilité de leur demande. Alors, malgré la haute précision des échographies anténatales, j'imagine qu'il existe des situations où la découverte est faite en post-natal, au moment de la naissance. Oui, c'est possible aussi. Dans ce cas, les parents et l'enfant seront reçus en consultation de génétique et en consultation d'orthopédie pédiatrique. Pour ce qui est de la consultation de génétique, on précisera le diagnostic à l'ère d'examen complémentaire, puisqu'on recherchera si d'autres malformations sont associées, en réalisant notamment des échographies cardiaques, des échographies des reins, des radiographies de squelette, afin de rechercher si cette malformation de membre s'intègre dans un syndrome génétique qui nécessiterait de la surveillance d'autres organes. Alors en routine, une fois que ces examens sont réalisés, comment se passe la consultation de génétique ? Alors une consultation de génétique, on reçoit l'enfant avec ses deux parents si c'est possible. On commence par reprendre différents éléments de l'interrogatoire, donc le déroulement de la grossesse, s'il y a eu la prise de toxiques ou de médicaments pendant la grossesse par exemple, et puis des éléments sur la croissance, le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de son âge, et on l'examine. En consultation génétique, sur l'examen clinique, on s'attarde sur des éléments qui peuvent paraître mineurs, qui peuvent être par exemple la forme des oreilles, la peau, les ongles, sont en fait des petits éléments qui peuvent parfois nous guider vers un diagnostic. Et puis on réalisera l'arbre généalogique. On recherchera des malformations des membres chez d'autres personnes de la famille ou d'autres types de malformations. Et avec ces éléments-là, si une cause génétique est suspectée et que les parents sont demandeurs et d'accord, on pourra proposer une analyse génétique qui se fait à partir d'une prise de sang, qui permettra donc d'étudier l'ADN et de rechercher une différence dans un gène qui expliquerait la malformation. Vous avez à l'écran des images issues d'une vidéo qui a été réalisée entre les filières Andy Rard et Oscar, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Alors cette démarche de diagnostic s'étoffe, mais en même temps, il faut prendre en charge l'enfant. Léa, comment ça se passe ? Comment prend-on en charge un enfant porteur d'une maladie rare, surtout aussi jeune ? Comme l'a dit Florence tout à l'heure, c'est des présentations qui vont être très hétérogènes. De ce fait, la prise en charge va être variée. Alors, elle se fait en général après une consultation pluridisciplinaire et en collaboration avec les chirurgiens orthopédiques, les MPR, les rééducateurs. Dans la première année de vie, le chirurgien orthopédique pédiatrique peut être amené à proposer des interventions, donc en fonction de la présentation clinique, s'il y a des doigts surnuméraires, des membres surnuméraires, ou par exemple aussi des choses un petit peu plus difficiles, de sacrifier des segments de membres qui sont là s'ils sont trop mal formés. Par exemple, à l'écran, il y a une radiographie d'un fémur bifide et d'un membre inférieur où il y a une fibula mais pas le péroné, le péroné mais pas le tibia, et de ce fait ça ne pourra pas permettre une prothétisation par la suite. Donc la décision qui avait été prise, ça avait été de retirer ce péroné et de faire une prothétisation sur du fémoral, donc comme à l'écran là. Là vous voyez les prothèses entre guillemets nues. Elles peuvent être aussi habillées, donc là on voit bien tous les éléments, on voit les pieds en carbone, les genoux, l'emboîture, mais ensuite c'est en fonction du choix du patient, on peut les habiller avec une jambe qui va être couleur chair et un pied qui sera bien habillé, qui sera mis dans la chaussure.
Ensuite, concernant tout ce qui va être les membres, donc dans ces cas-là, l'intervention elle a lieu dans la première année de vie, plutôt vers 8-10 mois. Ça permet que l'enfant grandisse pour qu'il y ait moins de risques vis-à-vis de l'anesthésie générale, mais également qu'on puisse, nous, après, intervenir et l'appareiller pour l'âge de la marche. Donc à partir de 10 mois, qu'on puisse intervenir, que ce soit cicatrisé et qu'il puisse se mettre debout. Pour ce qui va être les membres supérieurs, donc on va pouvoir agir plus tôt. Dans le cadre de membres courts, on va pouvoir proposer des prothèses très petits, en général avant l'âge de 6 mois, pour qu'ils s'habituent en fait à la prothèse, au poids de la prothèse. On a même une étude en ce moment pour essayer de voir si le fait d'introduire la prothèse avant l'âge de 4 mois, ça permet une meilleure intégration après, un meilleur schéma moteur pour l'enfant. Même si, en l'occurrence, l'enfant n'a pas besoin de cette prothèse, on en est bien conscient. Il peut faire du 4 pattes sans forcément avoir de prothèse, il peut se déplacer. Voilà, je vous ai ramené des petites prothèses. Donc, par exemple, une petite prothèse de bébé, c'est les premières prothèses qu'on peut mettre, donc qui va tenir avec un petit manchon élastique pour maintenir la prothèse sur son membre. Après, on a ce type de prothèse-là, donc des prothèses qu'on appelle de vie sociale, à visée vraiment esthétique. Donc, ces types de prothèses-là, ça peut être également sur des malformations qui vont être vraiment plus distales, où on peut avoir un carpe, un ou deux doigts, et qui peuvent permettre de glisser les doigts à l'intérieur des doigts, et puis des fois de faire un petit peu bouger en fonction de comment on va remplir l'intérieur de la prothèse. Et enfin, on a ce qui est les premières prothèses myoélectriques, donc qui peuvent être introduites vers l'âge de 4-5 ans. Donc là, c'est uniquement une pince qui va se mettre en place avec 3 doigts qui vont venir faire une pince comme ça, comme je vous le montre, et qui va être moulée sur le bras de l'enfant et agir avec des électrodes. Il va pouvoir agir avec des électrodes grâce à ses muscles de l'avant-bras. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, après, on peut s'amuser un petit peu avec les prothèses. Les enfants, ils peuvent choisir des choses variées, des choses qu'ils aiment, des décorations, ça en fonction, après, ça à voir avec l'orthoprothésiste, mais voilà, on peut leur permettre de s'amuser un petit peu avec leurs appareillages. Et enfin, après à l'écran, vous verrez, si c'est des malformations très distales du membre inférieur, qu'on ne peut pas proposer de prothèse, on peut parfois proposer des chaussures orthopédiques ou des petits chaussons comme ça pour faciliter la marche quand c'est vraiment des malformations du médio-pied qui permettront d'avoir des chaussures symétriques par la suite. Voir si on a des membres courts, au début, quand on ne peut pas encore les opérer, de permettre aussi une marche sans boiterie en compensant la longueur. Donc en vous écoutant, il faut associer à la fois une démarche esthétique, une démarche fonctionnelle, mais est-ce qu'on peut être amené à répéter les interventions, y compris plus tard dans la vie de l'enfant ? Alors oui, les enfants qui vont avoir des membres très raccourcis, des grosses asymétries de membres, ça va être plutôt plus tard qu'on va intervenir. On peut commencer les chirurgies à partir de 7-8 ans. À chaque chirurgie, donc on va couper l'os et mettre soit des fixateurs externes comme dans la première radiographie, soit internes. Et on va pouvoir gagner à peu près 5 cm au maximum par intervention. Donc les chirurgiens peuvent proposer ça 2, maximum 3 fois. Mais à chaque fois, du coup, c'est un processus qui est long. On gagne que 1 ou 2 mm par jour. Après, c'est des moments où l'enfant ne peut pas appuyer sur sa jambe, où il y a des risques de rétraction au niveau du membre inférieur, donc il faut qu'il fasse de la rééducation. Et puis après, il faut reprendre l'appui et puis consolider l'os qu'on a allongé. Donc on ne peut pas les enchaîner les unes trop proches des autres. Revenons-en maintenant au processus qui aboutit à ces malformations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement comment se fait le développement des membres ? Alors oui, succinctement, puisque c'est un organe dont la morphogénèse est très complexe. Vous savez qu'il y a un grand nombre de pièces osseuses, d'insertions musculo-tendineuses. Donc tout ça, c'est sous finalement le contrôle de voies de signalisation. C'est des réseaux de gènes principalement qui vont permettre déjà, première étape, de faire apparaître les bourgeons de membres. Donc ça, c'est à peu près à la fin du premier mois de grossesse. Et puis ensuite, ce bourgeon de membre va grandir. Donc c'est la croissance proximo-distale. Et en parallèle de cette croissance, il y aura l'établissement d'une asymétrie, puisque le membre est très asymétrique. Donc déjà dans un axe qu'on appelle antéro-postérieur, c'est ce qui va déterminer le nombre de doigts et puis les différences morphologiques entre chaque doigt. Et puis il y a également une asymétrie dorso-ventrale, ce qui fait que par exemple le dos de votre main, avec des ongles, des poils, est complètement différent de la face palmaire de la main, par exemple.
Donc il y a de nombreux gènes et éléments régulateurs impliqués dans ces processus, et les variations de la régulation de l'expression des gènes vont être responsables de malformations des membres, comme on peut le voir sur voilà, cette prochaine image, au même titre que les variations de cette régulation de l'expression des gènes peut être également responsable d'évolutions morphologiques au sein des espèces. Donc si on prend l'exemple des mammifères, donc ce sont les mêmes voies de signalisation, les mêmes gènes, les mêmes réseaux qui sont impliqués, et pour autant on arrive à modéliser une nageoire chez la baleine, une aile chez la chauve-souris, un membre à 2 rayons ou un membre à 5 rayons. Donc c'est des processus similaires en fait qui peuvent donner lieu à l'évolution de la morphologie au sein des espèces, mais également aux malformations chez l'homme par exemple. Alors tout cela semble particulièrement complexe pour aboutir à un résultat final qui soit à la fois esthétique et fonctionnel. Donc j'imagine qu'il y a de très nombreux gènes qui interviennent. Oui, donc comme a pu vous le montrer Florence, ils sont très nombreux, et surtout certains de ces gènes peuvent être impliqués aussi dans la formation d'autres tissus, d'autres organes. Donc on parlait par exemple du gène TBX5 qui est impliqué dans l'induction du bourgeon de membre. Bien, c'est un gène qui est aussi indispensable au développement du cœur. Et donc une différence au sein de ce gène-là causera à la fois une malformation du membre, mais aussi une malformation éventuellement cardiaque. Alors en pratique, une fois que l'évaluation clinique est faite, comment le généticien va s'orienter dans sa recherche de compréhension étiologique de la malformation ? Alors effectivement, l'examen clinique, les examens complémentaires peuvent guider le généticien clinicien sur des hypothèses diagnostiques. Et ensuite, ce sera le travail du biologiste, en concertation aussi avec le clinicien, d'interpréter les données de l'analyse génétique faite à partir de la prise de sang, afin de confirmer un diagnostic sur le plan moléculaire. Donc la confirmation de ce diagnostic, elle va permettre d'adapter le suivi. Ça permettra de donner une réponse à la famille, mais aussi d'adapter sa prise en charge sur le plan médical. Donc je vais vous illustrer ça par 2 exemples. Le premier, c'est là un petit garçon qui présente donc une hypoplasie des pouces, de petits pouces. Selon l'orientation diagnostique et la confirmation diagnostique, sa surveillance pourra être différente. Si cette malformation s'intègre dans un syndrome de Holt-Oram, la surveillance sera cardiaque, puisque des atteintes du rythme ou de la conduction peuvent apparaître au cours de la vie. En revanche, si le diagnostic posé est celui d'un syndrome de Fanconi, la surveillance sera hématologique. L'autre exemple concerne un patient qui présente une polydactylie, donc un pouce bifide. De la même façon, selon le diagnostic, sa surveillance pourra être différente. Là, on a l'exemple d'une atteinte isolée liée à une altération de la ZRS. Il n'y aura pas de suivi particulier en dehors du suivi fonctionnel. Alors que si cette malformation s'intègre dans un syndrome de Townes-Brooks, une surveillance rénale et auditive sera à poursuivre tout au long de la vie. Je suppose que parmi les questionnements des familles, le risque de la répétition de la survenue d'une anomalie se pose pour la fratrie. Est-ce que ces syndromes génétiques sont héréditaires et se répètent au fur et à mesure des naissances ? Donc, ils peuvent l'être, effectivement. C'est une question aussi que posent les familles, bien sûr. Et c'est l'intérêt également de poser un diagnostic précis. En fonction de la cause, la réponse à votre question pourra être différente, puisque le conseil génétique sera différent selon le mode de transmission de la pathologie. Et pour une même pathologie, il faut avoir en tête qu'il y a une certaine variabilité d'expression, puisque selon une personne, même au sein de la même famille, l'atteinte peut être plus ou moins sévère. Des manifestations associées peuvent être présentes ou non. Et puis, parfois, l'analyse génétique ne permet pas de répondre à la question. Pour autant, on pourra garder l'hypothèse d'une origine génétique, puisque nos
nos connaissances sont encore limitées et que les connaissances actuelles n'auront peut-être pas permis d'expliquer à l'heure actuelle le diagnostic. Alors revenons maintenant au quotidien de ces patients. Léa, j'imagine qu'il est nécessaire d'accompagner ces enfants et de leur proposer des petites améliorations qui, au fur et à mesure, font que leur quotidien est acceptable. Hein. Oui, bien sûr. Alors, faut bien se rendre compte qu'en dehors des gros raccourcissements de membres inférieurs, où là, ils ont besoin des prothèses pour marcher, souvent, c'est des enfants qui vont très bien se débrouiller seuls. Ils vont trouver des petites tactiques, des petites choses dans leur quotidien. Après, on peut les aider, notamment pour adapter leur quotidien à l'école. On va avoir, vous le verrez à l'écran, voilà, plein de choses qui peuvent aider, notamment des poignées pour les outils scolaires, des ciseaux qui vont permettre soit d'être utilisés en ayant moins de capacité à la motricité fine, ou même de se poser en bord de table, et les enfants vont pouvoir les utiliser avec leurs moignons. On va pouvoir proposer des antidérapants qu'on pourra découper pour tenir la feuille, pour tenir l'assiette à la cantine, des lacets c'est un exemple de lacet X-Tenex, ça permet de s'adapter à toutes les chaussures et d'attacher les chaussures uniquement avec une main. Voilà, plein de petites choses qu'on peut proposer au quotidien, des petites choses rapides, faciles. Ils vont s'en saisir assez facilement. Et ensuite, pour les choses un petit peu plus compliquées, pour les loisirs, faut vraiment voir avec la famille, le patient. Et ensuite, on peut créer des choses, on peut discuter avec l'orthoprothésiste et pouvoir proposer des choses un peu plus complexes, un petit peu plus spécifiques. Donc, notamment pour le vélo, la trottinette, mais aussi pour les loisirs, pour faire de la musique, pour jouer au billard, comme là. Donc ça va être des prothèses qui vont pas être rentrées sur une ligne de remboursement par la Sécu qui est déjà faite. Donc il va falloir demander un financement par la MDPH et ensuite revoir le projet du patient. On a aussi des enfants qui veulent pas du tout de prothèse, qui veulent juste un outil pour couper et être autonome à la cantine. Dans ce cas-là, on peut leur proposer, comme en bas à droite, une prothèse où il y a uniquement un couteau et qu'ils l'utilisent uniquement pour les repas, pour couper sa viande. Et ensuite, ils n'utilisent plus rien au quotidien. Donc on voit que c'est très très personnalisé d'une situation à l'autre. Alors Florence, maintenant parlons un peu de la recherche. On voit qu'il y a eu d'énormes progrès sur le plan fonctionnel, sur le plan étiologique. Où en est-on dans le domaine de la recherche dans ce champ d'activité ? Oui, en effet. Donc, pour ce qui est des malformations des membres syndromiques, la découverte des gènes touche quand même à sa fin. Nous, on s'intéresse beaucoup dans l'équipe de recherche aux malformations des membres également isolés, pour lesquels le déterminisme est moins bien connu, puisque en gros, la rentabilité de nos analyses diagnostiques dans les malformations des membres isolés, c'est de l'ordre de un quart à un tiers des cas. Donc, il y a un grand nombre d'entre elles qui restent d'origine inexpliquée à ce jour. Et tout l'intérêt, c'est d'aller explorer ce qu'on appelle le génome non codant. Ce sont notamment les éléments régulateurs qui vont du coup contrôler l'expression d'un gène, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Et donc pour étudier ces éléments régulateurs, donc il faut les identifier puis ensuite les caractériser sur le plan de leur fonction. Donc on va utiliser différentes approches omics, approches de génomique. Donc ça peut aller du séquençage de génome, par exemple dans des cohortes de patients qui présentent le même type de malformation, donc pour identifier des variations nucléotidiques ou bien des variations de structure du génome. Ça peut aller aux études épigénétiques pour identifier des anomalies de type méthylation, par exemple, qui pourraient causer des malformations des membres sporadiques. On peut étudier également le transcriptome. Donc c'est l'étude de l'expression des gènes, mais également réaliser des captures de conformation de chromatine, puisque les éléments régulateurs ils vont interagir avec les gènes qu'ils régulent par le biais de modification de la conformation de la chromatine. Et puis lorsqu'on a des éléments régulateurs potentiels, il va falloir les caractériser sur le plan fonctionnel par ce qu'on appelle des tests rapporteurs qui peuvent être réalisés à haut débit. Donc on travaille là-dessus dans notre équipe de recherche à l'Université de Lille. Mais j'imagine que dans beaucoup de maladies pour lesquelles l'anomalie génétique est identifiée, on essaie d'apporter une thérapie génique. Là, l'anomalie morphologique, anatomique,
elle est présente. Donc ces recherches sont essentiellement ciblées sur la compréhension des phénomènes. Des mécanismes, oui, tout à fait. Donc c'est déjà un grand champ d'exploration, ne serait-ce que pour les familles, d'avoir une cause qui réponde à la question de pourquoi cette malformation est arrivée, est-ce qu'elle peut récidiver dans la famille, c'est déjà un apport important. Mais en effet, ce sont des malformations congénitales qui en général sont présentes dès le premier trimestre de grossesse et on n'a pas là, il n'y a pas d'aspect thérapeutique à proprement parler dans nos recherches. Alors la thérapeutique, c'est évidemment l'aspect rééducation et orthèse et prothèse. Est-ce qu'il y a des progrès dans ce champ d'activité ? Alors oui, bien sûr, il y a des progrès aussi dans tout ce qui est prothèse. Notamment, on a les prothèses polydigitales que là, on peut maintenant proposer de façon régulière en pratique clinique classique. Donc, c'est des prothèses qu'on va proposer à des enfants un petit peu plus grands parce que c'est des prothèses qui vont être un peu plus lourdes et un petit peu plus fragiles également. Et contrairement à la prothèse que je vous ai montrée tout à l'heure, où il y avait juste une action d'ouverture-fermeture, là, ça va permettre vraiment plusieurs prises. Donc, je vous laisse découvrir ça avec un petit film de nos patients qui apprennent à utiliser ce type de prothèse. C'est parti. Ok. T'as fait quoi comme déclencheur ? Maintien ouvert. Très bien, super. Ok. Le petit cube, qu'est-ce qu'on fait comme déclencheur pour celui-là ? Triple impulsion. Parfait. Du coup, pareil pour le cube. Ok. Très bien. Très bien. Du coup, je lui brosse mes cheveux à la droite. Du coup, avec ma main, je peux tenir mon miroir et me brosser les cheveux en même temps ou faire l'inverse. Et après, il y a d'autres avancées sur tout ce qui est prothèse pour les malformations qui vont être plus distales, avec une présence de doigts qui peut être partielle, avec les prothèses Point Design et Naked. Ça va être des prothèses par contre qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, donc il faut trouver un financement autre. Ensuite, sur le membre inférieur, sur la prochaine slide, voilà, on peut voir les différents types de genoux. Donc des genoux, le premier c'est un genou mécanique hydraulique, et ensuite on a des genoux à microprocesseur donc électronique. Et pareil, il y a pas mal d'avancées avec des genoux maintenant qui permettent de faire de la marche arrière, de monter les marches en alternant, et des genoux qui vont être résistants à l'eau et à la corrosion. Donc toutes ces avancées pour l'instant, elles ne sont pas forcément tout le temps remboursées. Et en général, elles sont rarement remboursées elles sont rarement pensées aussi pour la population pédiatrique. De la même façon que tout ce qui va être lame de course, handisport, ça ne va pas être remboursé pour les enfants. Il va falloir passer par le milieu associatif pour essayer de récupérer des lames de course pour leur permettre l'accès à ce type d'activité. Alors on a fait le point à la fois sur les causes et sur les conséquences, sur le traitement, mais quel est le rôle de l'organisation telle que vous l'avez mise en place à Lille autour de ce dispositif maladie rare ? Alors, sur le plan national, c'est le réseau CEREFAM, donc pour Centre de référence des anomalies des membres. Donc, c'est un réseau de centres experts
qui est constitué donc de 3 centres constitutifs, un centre coordinateur et 11 centres de compétences. Donc le centre coordinateur, il est situé à l'hôpital Robert Debré à Paris, coordonné par le docteur Iline Capri. Il y a ensuite donc 3 centres constitutifs, un donc pour la partie rééducation, donc qui se situe donc aux anciens hôpitaux de Saint-Maurice, donc qui sont maintenant les hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne, donc dirigés par le docteur Nathalie Quintero. Et puis pour la partie chirurgicale à l'hôpital Trousseau, dirigé par le docteur Manon Bachy, pour la partie donc, orthopédique, et au CHU de Lille pour la partie génétique. Et donc les 11 centres de compétences sont répartis sur tout le territoire. Il existe une association donc, partenaire de ce réseau qui est l'ACDA. Donc c'est une association pour les familles concernées par une malformation de membres afin de les aider dans leur vie quotidienne. Et ce réseau, en pratique, comment il est organisé, comment il vit au quotidien ? Alors pour les demandes d'avis, par exemple, des réunions de concertation pluridisciplinaires ont été mises en place. Nous, à Lille, ça fait une vingtaine d'années qu'on réalise des réunions clinico-biologiques, donc par exemple à visée diagnostique pour les malformations des membres. Et ça s'est formalisé depuis 2021 en visioconférence. On se réunit 2 fois par mois, donc avec des cliniciens, des biologistes, notamment pour discussion de cas que vous pouvez déposer sur la plateforme Skebit. Vous pouvez ensuite assister, si vous le souhaitez, à la RCP, ou bien l'avis sera donné en votre absence si les éléments déposés sur la plateforme sont suffisants pour donner un avis. Et puis ensuite, donc les requérants recevront un compte-rendu formalisé de réunion avec l'avis donné. De la même façon, les hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne ont mis en place récemment une RCP pour les appareillages complexes qui se réunit de façon trimestrielle. Également sur la plateforme Skemit, vous avez sur l'écran les liens de connexion si vous êtes intéressé. Par rapport à la prise en charge des patients, donc sur l'écran suivant, on propose des consultations multidisciplinaires, donc que ce soit en prénatal ou en postnatal, soit pour des avis diagnostiques, soit pour des mises en place de prise en charge ou des réorientations de prise en charge. Donc ces consultations multidisciplinaires, elles ont vraiment tout leur importance en fait dans les malformations des membres. Donc elles vont réunir selon l'indication un chirurgien orthopédiste pédiatrique, un médecin de médecine physique et réadaptation, éventuellement un généticien, kinésithérapeute et psychologue. Donc on a une visioconférence mensuelle au CHU de Lille et il y a c'est également le cas aux hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne. Alors je rebondis sur le dernier professionnel que vous avez cité, le psychologue. Comment les familles réussissent à intégrer cette particularité morphologique ? Comment un enfant peut s'accepter avec cette différence et ce handicap ? Et quel est le soutien des psychologues ? Alors pour les patients qu'on reçoit en consultation multidisciplinaire, c'est souvent des malformations qui sont congénitales. Donc finalement, l'enfant, il s'est toujours connu avec cette malformation. Mais c'est sûr qu'en fonction de l'âge, donc il y a des âges qui peuvent être plus délicats pour l'acceptation et notamment le regard de l'autre. D'ailleurs, ça fait partie des aspects qui peuvent être travaillés dans le cadre d'ateliers d'éducation thérapeutique dont on peut parler si vous le souhaitez. Alors justement, parmi ces éléments de progrès et d'évolution, quels sont vos projets dans le cadre des centres de référence ou de compétences en termes d'organisation et d'apport au quotidien pour les patients ? Alors si on reprend l'éducation thérapeutique, nous avions pu répondre à un appel à projet de la DGOS, donc, qui a permis l'élaboration d'un programme membres peu ordinaires, ressources extraordinaires, à destination des jeunes à partir de 8 ans et de leurs parents, pour des patients donc, qui présentent une malformation de membres, qu'elle soit d'origine génétique ou non.
Donc on a pu élaborer ce programme de façon multidisciplinaire, donc entre le centre Marc Sautelet, donc, où travaille Léa, et notre équipe du CHU de Lille, en lien aussi avec 2 associations. Ce qui a permis en fait un travail commun, et on a pu aboutir à 5 ateliers. Donc un porte sur la génétique, donc sur l'ADN, les modes de transmission. Un autre porte sur justement le regard de l'autre, avec l'idée de transmettre des outils aux enfants afin de s'adapter à différentes situations qui peuvent être compliquées, notamment avant l'entrée au collège, sur comment répondre aux questions intrusives ou à certaines moqueries. Et puis un atelier sur l'appareillage et un atelier sur les loisirs que Léa vous décrira un petit peu plus. Et bientôt se rajoutera un atelier sur l'avenir, avec l'idée de se projeter notamment sur le plan professionnel. Le but de ce programme étant de lever les barrières ou les obstacles que pourraient se mettre les jeunes. Ouais, du coup, c'est un atelier qui est tout récent. On a fait les premiers ateliers là, pendant les vacances de février. Donc les jeunes étaient très contents de se rencontrer, de voir qu'ils n'étaient pas tout seuls, même si les malformations n'étaient pas forcément les mêmes. Ils étaient très contents de pouvoir échanger. Le premier atelier qu'on a fait, c'était sur les loisirs, donc pour pouvoir discuter, voir ce qui leur semblait hors de portée et que ça pouvait finalement être des choses qui pouvaient être possibles avec certaines adaptations. Et après, ils ont pu faire des petites activités, ils se montraient leurs techniques, par exemple pour faire de la corde à sauter, pour faire du ping-pong. Et du coup, c'était un premier atelier qui était très réussi. On a hâte de pouvoir leur proposer les autres ateliers par la suite. Et à l'échelon national, est-ce qu'il y a des projets autour des centres maladies rares concernant les anomalies de membres, des projets de rédaction, par exemple, de dossiers ? Alors oui, on participe notamment à la rédaction des PNDS, donc protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Donc, ce sont des documents qui sont rédigés par des médecins et paramédicaux qui sont impliqués dans la prise en charge des patients, qui se basent sur l'étude de la littérature et sur les recommandations de bonnes pratiques déjà publiées. Et donc, elles reprennent donc, les éléments du diagnostic pour les syndromes génétiques, par exemple, les bilans à réaliser au diagnostic et un calendrier de suivi afin d'harmoniser les prises en charge à l'échelle nationale. J'imagine que ces documents sont à disposition à la fois du grand public, mais surtout des médecins traitants qui pourront orienter au mieux leurs patients vers les centres spécialisés. Oui, et d'ailleurs, tous ces protocoles nationaux de diagnostic et de soins sont disponibles sur le site de l'HAS. Et pour chacun, il existe une synthèse à destination du médecin traitant qui permet d'avoir une vision en une page ou deux de l'ensemble des caractéristiques du syndrome génétique et de son suivi. Bien, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette partie de présentation et nous allons maintenant pouvoir passer aux questions. Elles sont nombreuses sur le chat. N'hésitez surtout pas à poser des questions en direct et on les reprendra sur le plateau. Alors, on va commencer par l'aspect étiologique et le pourquoi et le comment de ces malformations. Vous avez parlé d'éventuelles causes environnementales ou tératogènes. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions sur ces causes qui inquiètent probablement le grand public ? Oui, donc en effet, les causes environnementales et en particulier tératogènes, puisque c'est celles qui sont les mieux finalement étudiées quelque part, sont vastes. Alors, tout le monde se souvient certainement de l'affaire de la thalidomide. Ça date des années 60. C'était un médicament qui était pris en début de grossesse pour gérer les nausées notamment, et puis qui a donné lieu à des malformations des membres très sévères de type phocomélie.
Donc ça, bien sûr, c'est un médicament qui est plus donné à l'heure actuelle dans ce contexte. Peut-être une histoire plus récente, il y avait un antiépileptique, le valproate de sodium, qui donne des anomalies radiales, du radius. Voilà, pourvoyeur de malformations des membres. Bon, globalement, ces causes-là sont évitables, puisque pour les patientes qui prennent des traitements au long cours, évidemment, il faut planifier les grossesses pour changer de traitement si c'est nécessaire, pour tout ce qui est traitement à risque pour le fœtus. Et ça veut donc dire que vous êtes en lien avec les centres de pharmacovigilance et que vous signalez des situations où il y a eu des imprégnations anténatales qui aboutissent au constat à la naissance d'anomalies des membres. Oui, ça c'est en fait de façon très générale, quand il y a eu une prise médicamenteuse au cours de la grossesse et qu'un enfant naît avec des malformations, c'est signalé au CRAT, au centre de référence pour les agents tératogènes, justement pour qu'il y ait une veille à ce sujet. Alors une autre question qui concerne l'anténatal, vous avez évoqué la réalisation de scanners plutôt que d'autres examens, mais un scanner c'est irradiant. Est-ce qu'il y a une justification à faire un scanner plutôt que d'autres examens et quelles en sont les indications ? Alors, la réalisation d'examens complémentaires au cours de la grossesse, elle est discutée en comité pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Donc, ce sont des indications qui sont toujours justifiées et donc adaptées à chaque situation. Et le scanner permet en fait de mieux préciser les manifestations osseuses pour mieux informer la famille de la sévérité ou non de la malformation. Et bien sûr, cela n'est pas impactant pour le fœtus. Mais ça ne donne pas d'indication sur l'aspect fonctionnel du membre résiduel. Il sera quand même nécessaire d'attendre la naissance pour avoir une évaluation précise de la situation. Oui, c'est sûr. En fait, quand on voit les couples en anténatal suite au diagnostic d'une malformation fœtale, on va leur donner finalement un éventail des possibilités de prise en charge, mais clairement, c'est des choses qui devront être précisées à la naissance, au moment de l'examen de l'enfant. Voilà. Mais globalement, ça nous donne quand même une bonne idée de ce qui peut être proposé. Et c'est vrai que c'est utile du coup d'aller jusque-là dans certains cas. Certaines fois, l'échographie suffit, on ne fait pas de scanner. En effet, c'est un examen, un examen un peu inhabituel, qui est peu irradiant sur les scanners qui sont faits en cours de grossesse. Mais c'est un examen qui peut être nécessaire. Par exemple, l'IRM est très mauvaise pour voir les pièces squelettiques. Donc, puis il y a 15 ans, on faisait des radiographies. Donc là, le scanner, ça permet de faire des reconstructions en 3D, d'avoir vraiment une meilleure idée des choses. Alors, une autre question posée dans le chat. Si on est porteur d'une malformation d'origine génétique, quels sont les moyens d'éviter leur transmission ? Alors, lorsqu'on connaît la cause génétique précise, donc c'est-à-dire la variation dans le gène exact qui a été responsable de la malformation, il peut être possible de la détecter très tôt. Donc si toujours le centre de diagnostic prénatal considère qu'il s'agit d'une affection particulièrement grave, il peut être proposé donc soit un diagnostic prénatal ou un diagnostic préimplantatoire. Un diagnostic prénatal, ça correspond à un diagnostic génétique au cours d'une grossesse. Donc là, une grossesse spontanée qui peut être réalisée à partir de différents tissus, donc soit ce qu'on appelle une biopsie de trophoblaste, c'est ce qui va donner le placenta, ou alors une amniosynthèse qui est plus connu, entre guillemets, puisqu'il correspond à un prélèvement de liquide amniotique, ou même maintenant dans certaines indications sur le sang maternel, puisqu'on sait que l'ADN fœtal circule dans le sang maternel. À partir de l'un de ces prélèvements, on peut réaliser l'analyse génétique qui va pouvoir répondre à la question de est-ce que le fœtus est porteur ou non de la variation génétique.
L'autre possibilité, le diagnostic préimplantatoire, correspond en fait au diagnostic sur un embryon. Donc là, ce sont des couples qui vont passer par une fécondation in vitro avec donc une stimulation ovarienne pour les femmes, un recueil de sperme pour le conjoint, et le même parcours que des couples finalement qui auraient des difficultés à la procréation. Et au bout de 3 à 5 jours de vie de l'embryon, on peut prélever une cellule et identifier quels sont les embryons porteurs ou non de la variation génétique et donc ne réimplanter qu'un ou deux embryons sains. Alors, ce sont des situations qui sont très discutées, notamment du fait de ce dont on parlait tout à l'heure, la variabilité d'expression, puisque pour certaines pathologies, d'un patient à l'autre, les manifestations cliniques peuvent être plus ou moins sévères. Et donc, parfois, les couples choisiront plutôt la surveillance échographique qui permettra de statuer sur la sévérité de la malformation de membres et les atteintes associées possibles. Alors avant de passer aux aspects fonctionnels et de rééducation, un commentaire de Nathalie Quintero, qui est la coordonnatrice du CRMR de Saint-Maurice. Il existe un atelier prise de décision difficile en cas de désarticulation. J'imagine que parfois les décisions sont très complexes à prendre, à la fois sur les perspectives d'orientation pendant la grossesse et après la grossesse. Oui, tout à fait. Parce que c'est essentiellement des questions liées au pronostic fonctionnel. C'est vrai que dans les malformations des membres, notamment lorsqu'elles sont isolées, il n'y a pas, par exemple, une atteinte intellectuelle qui viendrait, du coup, peut-être rendre une décision plus simple, si on peut dire ça. Donc, c'est vraiment des aspects fonctionnels qu'en général, on peut prendre en charge dans la mesure, dans une certaine mesure. Et donc, c'est sûr que les couples sont vraiment confrontés à des décisions très, très complexes. Et d'ailleurs, il n'y a pas en fait, chaque couple va prendre une décision différente. Enfin, on ne peut pas tracer un schéma, disons, général sur les décisions qui vont être prises devant telle ou telle malformation. C'est vraiment dépendant du vécu des familles, de la façon d'aborder le handicap fonctionnel. Alors venons-en maintenant aux aspects rééducatifs. Et d'abord une question qui peut sembler étonnante, mais qui néanmoins se pose. Est-ce qu'un enfant qui a été amputé sur une malformation de membre a le même risque d'avoir des douleurs du membre fantôme comme on en voit sur des amputations traumatiques ? Alors non, chez l'enfant, nous on ne voit pas de douleurs du membre fantôme parce qu'ils sont nés en général sans ce membre, ou alors ils ont été opérés très tôt. Et c'est pas quelque chose auquel ils sont confrontés en général. Ça, c'est plutôt rassurant. Et qu'en est-il des orthèses ou des prothèses ? Est-ce qu'il est nécessaire que l'enfant les porte en permanence, y compris la nuit, ou est-ce qu'il les utilise simplement quand il en a besoin ? Alors non, pas du tout. Même quand on les introduit, quand ils sont tout bébés, le but c'est vraiment qu'ils s'y habituent, qu'ils se familiarisent vraiment avec l'appareillage, mais pas qu'ils le portent tout le temps. On leur propose même de le porter que quelques heures dans la journée au tout début, voire uniquement de jouer avec, des fois juste jouer avec la petite prothèse, ça peut permettre de se familiariser avec. Et même quand ils sont plus grands, alors ils vont jamais la porter la nuit en général. On peut des fois être amené à mettre des petits appareillages pour qu'ils puissent se déplacer, par exemple pour les membres inférieurs, pour qu'ils puissent se déplacer pour aller aux toilettes, par exemple la nuit. Donc ça, on peut leur mettre des petits appareillages pour ça. Souvent, ils arrivent à se débrouiller autrement, mais les prothèses de membres supérieurs, par exemple, c'est vraiment en fonction de leurs besoins à eux. C'est eux qui choisissent. Si à un moment, ils veulent plus utiliser leur prothèse, ils l'utilisent plus. Et voilà, nous, on leur propose des aides, on leur propose des outils, mais c'est pas nous qui allons leur imposer. Hop, maintenant, tu as une prothèse, faut la mettre 6 heures par jour. C'est pas du tout comme quelque chose qui va corriger, comme un corset, dans le cadre des scolioses ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un outil, et c'est eux qui s'en saisissent ou pas. Donc ils ont une capacité d'adaptation à leur situation qui leur est propre. Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, ils se débrouillent vraiment très bien aussi sans prothèse. Hein. Vraiment, on voit des vidéos, on voit des enfants qui se débrouillent vraiment, même nos patients qui se débrouillent très très bien sans appareillage. Alors vous avez beaucoup parlé d'éducation thérapeutique et j'imagine que c'est vraiment la perspective qui permet d'élargir le champ à l'accès aux soins les plus adaptés. Comment peut-on avoir accès à vos programmes d'éducation thérapeutique ? Sont-ils disponibles ? Est-ce que c'est ouvert aux autres centres de compétences ou de référence ?
Alors oui, bien sûr, on travaille justement avec Nathalie Quintero, donc du CEREFAM, au partage des outils entre équipes. L'idée est vraiment que ces outils puissent être partagés. Et on se retrouve, donc c'est en cours d'organisation entre centres de référence et de compétences pour que chacun puisse partager ce qu'il fait dans son centre, que ce soit pour l'éducation thérapeutique ou pour d'autres projets, pour mettre en commun. C'est vraiment le but de l'articulation de ces centres de référence au sein du CEREFAM. Alors une question maintenant, quelles sont les perspectives d'avenir en fait? Si on a identifié un gène d'anomalie du développement des membres, est-ce qu'on peut imaginer à moyen ou à long terme la possibilité d'une thérapie génique qui permettrait pendant la vie fétale de reprendre la croissance d'un membre en espérant qu'il puisse être le plus normal possible? Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable? Peut-être dans un futur lointain. En tout cas, je ne sais pas si nous, on le verra. Déjà, il faut avoir connaissance peut-être de ce risque génétique initialement pour envisager pouvoir le traiter précocement. Ce n'est pas toujours le cas. La plupart des malformations arrivent finalement de façon accidentelle. Et puis comme on le disait au début, c'est vrai que d'avoir des interventions très très précoces comme ça à visée thérapeutique en cours de grossesse, aujourd'hui ça paraît encore difficilement imaginable. De ce que vous avez décrit, c'est un véritable château de cartes avec des moments très précis d'intervention de certains gènes par rapport à d'autres et des influences pas seulement génétiques qui font que tout ça se construit. Et donc une intervention extérieure humaine aurait un risque probablement très important, plus délétère que positif. Peut-être dans un film de science-fiction. D'accord, je pense qu'on est arrivé au bout des questions du chat, à moins qu'il y en ait de nouvelles qui arrivent. Non, manifestement. Si, il y a quand même une autre question, pardon. Pour les pathologies génétiques avec des malformations osseuses ou ligamentaires, dans quel réseau de soins peut-on effectuer un bilan si on n'est pas dans un centre de compétences? Est-ce qu'on a la possibilité d'être évalué par des médecins compétents sans être proche d'un centre de référence ou de compétences? Alors oui, bien sûr, puisque il y a des professionnels compétents dans beaucoup d'endroits. Après, justement, les centres de compétences et de référence peuvent être sollicités par des confrères de centres qui ne feraient pas partie de ces centres de compétences ou de référence. C'est aussi dans les missions de ces centres de pouvoir être en appui sur des collègues à l'échelle nationale. Et encore plus loin, pour des patients qui malheureusement n'ont pas été pris en charge au moment adapté précocement, est-ce qu'il est possible pour des grands enfants, des ados ou des adultes de rejoindre une prise en charge de ce type? Est-ce que vous voyez des patients ultérieurement, plus tard? Oui, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Là, moi, j'ai un patient qui est arrivé à ma consultation à moi parce qu'ils ont entendu parler de prothèses. Et en fait, pourtant, ils habitent vraiment pas de loin de Lille, mais c'est une famille qui n'avait pas du tout été prise en charge. Et en fait, quand on a commencé à discuter, ils ont demandé effectivement à avoir la consultation pluridisciplinaire. Et on leur a proposé la consultation pluridisciplinaire alors que l'enfant avait 16 ans. Et on a senti qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été difficiles à vivre par la famille. L'enfant, il le vivait plutôt bien, mais c'est vrai que la maman, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien de venir à cette consultation. L'idée, c'est quand même de leur proposer de façon précoce, mais certaines fois, en effet, il y a des ratés. Et puis, nous, en tout cas, en génétique, on les voit quel que soit l'âge. Après, c'est vrai que la consultation multidisciplinaire là, qui a été mise en place, c'est plus à visée pédiatrique ou prénatale. Mais globalement, on peut donner des avis pour des adultes également. Donc la porte est ouverte en permanence. Bien, on arrive à la fin de cet échange. Merci pour ces discussions et ces avancées, ces organisations qui sont particulièrement importantes. Je te laisse maintenant la parole, Florence, pour clore ce 6e HandiFocus. Oui, alors merci à tous ceux qui ont participé à cet HandiFocus. Donc, comme je vous l'ai dit initialement, ce sera disponible sur la chaîne YouTube de la filière et sur le site de la filière Handirard, au même titre que les 5 HandiFocus précédents. Et
Et donc là, dans le nouveau plan d'action de la filière, il va y avoir une nouvelle série de webinaires qui vont être réfléchis et proposés. On remercie tout particulièrement la plateforme Web TV d'AgroSup qui nous a accueillis pour les aspects techniques et de filmage. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée.